Emmanuelle prend à Londres l'avion qui doit la conduire à Bangkok. L'odeur du cuir neuf, semblable à celle que conservent après des années d'usage les autos britanniques, l'épaisseur et le silence des moquettes, un éclairage d'un autre monde, sont d'abord tout ce qu'elle peut saisir dans ce décor où elle pénètre pour la première fois. Qu'Emmanuelle, qu'Emmanuelle, qu'Emmanuelle. Emmanuelle, ou comment en 1974, une vague rose et humide va déferler sur la France et sortir l'érotisme du placard. Une vague, une tempête appelée Qu'Emmanuelle. C'est un film événement. Ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz. Comment une jeune actrice débutante, sorte de Girl Next Door avant l'heure, va réussir à s'inviter dans tous les foyers de France et devenir un symbole d'émancipation, de liberté et d'érotisme. Elle a une fonction d'icône. Emmanuelle est un mythe. Un mythe planétaire qui se prononce dans toutes les langues de la même manière. Emmanuelle. Emmanuelle. Emmanuel. Emmanuelle. Comment un pays comme la Thaïlande va devenir une destination de rêve pour ses balades en éléphant, ses ballets exotiques, mais pas que. Et je vous parlerai mobilier parce qu'avec Emmanuelle, c'est toute la filière de production de fauteuils en rotin qui explose. Oui, je vous livrerai la recette du cocktail à succès Emmanuelle à base d'un tiers de producteurs malins, d'un tiers de réalisateurs novices, à l'image léchée, et d'un bon tiers d'acteurs courageux lâchés dans une jungle lointaine où tous les coups sont permis. Mais je vais surtout vous raconter l'histoire d'avant le film, celle d'un petit livre bleu publié sous le manteau par une auteure mystérieuse. Si vous croyez tout savoir sur Emmanuelle, voici sa véritable histoire. Je vais te raconter une histoire. Emmanuelle, il était une fois un film, il était une fois un livre, il était une fois une vie érotique. Qu'Emmanuelle. I love you. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Giscard arrive et se présente comme quelqu'un de jeune, de nouveau, qui va tout réformer et qui fait souffler une espèce de vent de liberté. En effet, un vent nouveau souffle un peu partout. Mai 68 en France, Woodstock et le mouvement hippie aux États-Unis, c'est toute une nouvelle génération qui a soif de changement et de liberté. La pilule arrive, on fait l'amour autrement qu'en robe de chambre, la révolution sexuelle est en marche. Toute cette jeunesse de l'époque avait désormais un regard différent sur les choses du sexe, sur ce qui est permis ou interdit, etc. Enfin, relativisons, c'est quand même pas l'éclate. On reste dans une époque où disposer librement de son corps en bronzant dans la tenue d'Ève est jugé presque comme un acte déviant dans les journaux télévisés. Qui sont-ils, ces naturistes? Des obsédés, des exhibitionnistes, des marginaux aux idées un peu particulières? C'est à cette époque qu'un film va faire l'effet d'une petite bombe. Il s'agit du Dernier tango à Paris. Ce film italien de Bernardo Bertolucci traite de sexe de façon crue, mais avec une certaine élégance et une caution artistique, Marlon Brando. L'acteur d'un tramway nommé Désir y joue aux côtés de la jeune Maria Schneider. Grâce à une scène d'anthologie qu'on pourrait résumer par... Le film va devenir un énorme succès en salle et un objet d'indignation sur les plateaux télé de l'époque. Non, mais ce que je reproche à ces films-là, c'est pas d'être érotique, c'est pas d'être immoraux, c'est d'être triste, c'est d'être laid, c'est d'être sale, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'ils nous fassent des films sur les mêmes sujets, avec du bonheur, avec de la joie, avec de l'amour, avec des fleurs, avec des bonnes odeurs, c'est ça l'amour, bon sang, ce n'est pas de se traîner sur le ventre sur un plancher. Vous en aviez des fleurs dans le Dernier tango à Paris? Alain Siritsky, distributeur du Dernier tango en France, cherche à reproduire ce succès, ce buzz, autour d'un film érotique de qualité, mais français. Je cherche à faire par notre société, par France Film, un film qui ressemblera au niveau du succès au Dernier tango à Paris. Et donc, je convainc Yves Rosserroir qu'il nous faut un alibi culturel et intellectuel, et de préférence un livre, et je lui suggère Emmanuelle ou Histoire d'eau, et il a réussi à avoir les droits d'Emmanuelle, et c'est comme ça que nous avons fait ce film miraculeux pour le cinéma français. Emmanuelle, prochainement.
Yves Rousset-Rouart, jeune producteur de cinéma malin, s'empare de ce roman en se disant « on va en faire un produit pour tout le monde ». Yves Rousset-Rouart, qui au cours de sa longue et éclectique carrière sera tour à tour notaire, producteur de pub, puis de succès cinématographiques comme Emmanuel ou Les Bronzés, puis député, maire, exploitant viticole. Président d'Unifrance Film, président du BLIC, président de la commission d'agrément, président du groupe d'amitié avec le Japon. Bref, il a 33 ans quand il décroche miraculeusement les droits d'adaptation du livre. Mon objectif, c'était de faire quelque chose de très élégant et très... qui était sans équivoque. Le film qu'il projette sera un produit élégant, accessible à tous, esthétique, voire esthétisant. Comme c'est beau. Bien sûr, l'alibi culturel et celui de la qualité était un élément essentiel pour moi, parce que c'était comme ça que je savais qu'on pouvait passer les fourches caudines de la censure, qui étaient très, très dures à l'époque. C'est la violence, c'est l'atteinte à la dignité humaine, c'est la torture. Malgré son exigence artistique, Emmanuel est bloqué 6 mois par la censure au motif qu'il manque de respect envers le corps humain. Et c'est donc le jeune Valéry Giscard d'Estaing, président dans le coup, Salut à toi, qui va débloquer la situation. Élu sur le programme du changement, déjà, il veut se démarquer de ses prédécesseurs par des gestes symboliques, mais forts. Inviter les éboueurs au petit déjeuner le matin, aller visiter les gens dans les prisons, et puis autoriser un film érotique comme Emmanuel. Qu'Emmanuel. À partir du moment où il sort, eh bien, l'interdiction qui a précédé, ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz formidable, qui fait que tout le monde a envie de le voir, ce film. Alain Siritsky, le distributeur, et Yves Rousset-Rouart, le producteur, déjeunent sur les Champs-Élysées à 2 pas du cinéma Le Triomphe, le jour de la sortie d'Emmanuel. Nous sommes le 26 juin 1974, il est 14h. Et là, on sort de la rue de Berry sur les Champs-Élysées, et là, il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Et là, Alain Siritsky pousse un cri. On téléphone aux autres cinémas dans Paris. Même chose, c'était plein partout. Donc c'était le début d'un événement. Le 26 juin 1974, l'histoire du cinéma est à marquer d'une pierre rose. On avait fait 15 000 entrées le premier jour, donc c'était formidable. Face à un tel succès, les producteurs imaginent un moyen de démultiplier les bobines du film. À l'époque, il fallait quand même un certain temps pour sortir des copies. Et il y a eu comme ça tout un réseau de motocyclettes qui ont alimenté des cinémas pour pouvoir augmenter et programmer davantage le film. La première bobine était passée, emmener la première bobine dans un autre cinéma. Je me suis dit, mais ils vont se tromper, peut-être qu'il va y avoir la quatrième avant la première. Alain Siritsky, le distributeur, se frotte les mains devant cette affluence qui ne débandera pas. C'était le début de l'été et les femmes partaient en vacances avec leurs enfants. Les hommes restaient seuls et ils ont, pour la plupart, vu Emmanuel parce qu'ils allaient voir ce genre de film. Et c'est seulement quand septembre est arrivé, que les femmes sont rentrées, qu'elles ont vu un article dans Elle ou Jour de France. Elles ont dit « Dis donc, tu as vu ce film Emmanuel ?» Et les hommes n'osaient pas dire qu'ils l'avaient déjà vu, et ils y retournaient. Et donc, c'est ça qui a fait que le film est reparti au mois de septembre, alors que normalement, septembre balaye les films de l'été. C'est un film qui était destiné aux hommes et aux femmes. En tous les cas, ce n'était pas un film qui était destiné aux hommes, simplement, comme l'étaient la plupart des films sexy qui pouvaient être faits à cette époque. Fini le petit film lubrique qu'on va voir en loose day dans des salles spécialisées de 5 à 7. Ce qui est caractéristique de ce phénomène cinématographique, c'est que la faute disparaît, puisqu'on peut y aller, on y va avec sa copine, on y va entre amis, on y va aux yeux de tous, aux yeux du monde. Donc, il n'y a plus de sentiment de faute, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus que le plaisir.
Un plaisir qui inonde la France. La révolution Emmanuel est en marche. Une vague géante et coquine de spectateurs curieux envahit les salles de l'Hexagone. Des cars entiers de touristes se déversent sur la France. On les débarquait par cars entiers et il y avait la moitié du car qui allait au Lido et l'autre moitié qui allait au Triomphe. Des villes comme Perpignan doublent leur population en un temps record. Nous avons fait 140 000 entrées dans une ville qui avait une population de 70 000 habitants, des touristes espagnols, et ils voyaient ce qu'ils ne pouvaient pas voir chez eux. J'ai d'ailleurs pas touché mon compte, là. À la fois jackpot et phénomène de société, Emmanuel, c'est 3,5 millions de spectateurs pour la seule ville de Paris où le film reste à l'affiche pendant 13 ans. Plus de 100 millions de dollars de recettes au box-office mondial. 50 millions de spectateurs amoureux d'Emmanuel sur Terre. Diffusé depuis 40 ans, au moins une fois par semaine à la télévision dans le monde, l'érotisme d'Emmanuel se décline dans toutes les langues. Je ne suis pas nue que je sache. I'm not naked, you know. Que yo sepa, no voy desnuda. Non sono nuda, lo sai. Ya negalie, yasnaya. Une affiche presque aussi célèbre que la Tour Eiffel. Un prénom, Emmanuel, qui n'aura plus jamais la même signification. On assiste à une véritable Emmanuel mania. La Thaïlande devient la destination touristico-érotique. Le fauteuil en rotin s'impose dans le mobilier familial comme la touche exotico-érotique. Emmanuel devient la femme la plus gineversalo-érotique et la société française est giscardo-érotique. Salut à toi. Sans oublier un air de chanson entêtant, véritable hymne à l'érotisme que l'on fredonne jusque dans les émissions d'après-midi pour grand-mère. C'est Pierre Bachelet qui va chanter Emmanuel, la chanson du film qui a fait tant de bruit. Emmanuel. Chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque un enfant, tu n'as connu. Tout ça s'est fait en douceur, sans problème. Effectivement, il n'y a pas eu de polémique. Sans polémique, sans manif ou contre-manif, l'érotisme sort du placard. On en parle dans les dîners en ville. Oui, on en parle à table le dimanche en famille et parfois même sans l'avoir vu. Vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas vu Emmanuel, mais qui ont une image d'Emmanuel dans la tête, qui imaginent quelque chose de beaucoup plus fort qu'Emmanuel. C'est ça qui est absolument incroyable. Si ce titre n'évoque rien pour vous, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Il y a deux façons de voir le film, hein, où c'est un documentaire sur la Thaïlande, où c'est un film qui repose sur un pitch, sur un concept, hein, qui est donc Alain Cuny, enfin un personnage, Mario, qui finalement, tout d'un coup, éduque une jeune femme, quoi, et lui donne, finalement, repousse les limites des convenances. Alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, petite séance de rattrapage d'un film culte en 50 secondes chrono. En fait, Emmanuel, c'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans, absolument sublime, qui rejoint son mari en poste à Bangkok. Jean travaille beaucoup. Alors, le soir, pour se détendre, ils font l'amour sous une moustiquaire. Mais la journée, quand il n'est pas là, elle s'ennuie avec ses copines expats qui ne travaillent pas non plus, mais qui sortent des phrases mythiques. Tu sais pourquoi je mange des cicettes? Parce que tu aimes ça, je suppose. Pas du tout. C'est parce que ça excite les vieux. Alors, pour tromper l'ennui, elle s'ouvre aux expériences multiples, comme se baigner nue dans une piscine ou prolonger une partie de squash. Oui, Emmanuel est très sportive. Emmanuel aime les hommes et les femmes sans distinction. Mais aimer, parfois, ça la rend triste. Elle va faire une rencontre décisive en la personne de Mario, une sorte de gourou mentor qui va l'initier à l'art d'aimer ou l'érotisme comme philosophie. Il faut faire l'amour. À la fin du film, Emmanuel est enfin devenue une femme, alors elle peut se maquiller. C'est finalement un film plutôt pour les matinées enfantines, parce qu'on ne voit pas le bout, on voit à peine le bout d'un sein. À peine le bout, oui. Mais mis bout à bout, cela fait beaucoup de bout.
Et dire que ce film mythique a failli ne jamais voir le jour, faute d'acteurs. Difficile de persuader de vrais acteurs de tourner dans un film ambitieux, mais globalement érotique. Marika Green, qui joue le rôle de Bee, l'amante d'Emmanuel dans le film, se souvient très bien de sa réponse quand on lui propose le rôle. J'ai dit non, parce que ce sujet était un sujet, disons, à scandale à l'époque. On ne voulait pas faire des films érotiques, on ne voulait pas, nous, acteurs, actrices, être catalogués dans le cinéma érotique. Ça voulait dire X à l'époque encore. Ils nous ont proposé, nous, on était en fait acteurs de théâtre. Acteurs professionnels, mais surtout de théâtre. Des acteurs de théâtre, à qui l'on fait déclamer des dialogues licencieux dans la moiteur tropicale. Alain Cuny d'abord. Sans honte et sans contrainte. Jeanne Coltin. Oh. Daniel Sarki. Vous êtes une salope. On a fini par accepter parce qu'on s'est dit, pourquoi pas, il faut y aller, il faut un petit peu... Et le miracle se poursuit. Toute cette ribambelle d'acteurs chevronnés allait être dirigée par un jeune photographe de mode, complètement vierge, en matière de long métrage. Yves Rousset-Rouart prend un photographe de Paris Match qui s'appelle Just Jekin. Je l'appelais d'ailleurs Just Jekin pour donner un petit peu de couleur américaine ou anglo-saxonne. Je lui dis, écoute, j'ai acheté les droits d'un bouquin, viens à la maison, je t'en parle. Et puis il m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable, j'ai vu une cartomancienne qui m'a dit que j'allais faire un énorme succès au cinéma. Après lecture du script, Just Jekin, pourtant habitué à photographier les jolies filles, les comédiennes, les hit girls, refuse le projet, qu'il juge trop osé. Mais Yves Rousset-Rouart va trouver les mots justes. Je lui dis, mais n'oublie pas ce que t'as dit ta cartomancienne. Et là, il y a un blanc au téléphone et il me dit, bon, oui, je crois, oui, d'accord, écoute, c'est d'accord. Ça a été une trouvaille tout à fait extraordinaire. Voilà, nous sommes à quelques jours du début du tournage et le casting est presque achevé. Presque, oui. Il manque juste l'actrice principale. Et c'est justement Just Jekin, le metteur en scène, qui va la trouver. 40 ans plus tard, il nous reçoit dans son joli refuge aux portes de la Normandie. Salut Emmanuel. Il nous explique comment il a dû se démener à l'époque pour trouver la perle rare, son Emmanuel. Il n'y a pas une comédienne française qui a accepté. Donc quand on se retrouvait à 2 mois de tournage sans Sylvia, enfin sans Emmanuel, pardon. On avait Coltin, on avait Marika. Vous êtes belle. On avait le mari. Vous êtes une salope. On avait la petite Boisson. Ça excite les vieux. Et puis pas de comédienne. Donc j'ai appelé un copain en Hollande qui m'a dit, viens, je vais te faire un casting. Il y avait 2 filles, en fait, qui étaient sur le casting. Quand je suis venu à Paris, je dis, voilà les 2 filles qui acceptent de faire le film. Le choix ne sera donc pas très compliqué. Yves Rousset-Rouart et Just s'entendent sur la grande brune qui ne parle pas français. Ça, c'est la première photo. C'est la pureté, c'est d'abord une perfection de ligne, aucune vulgarité, des yeux magnifiques, naïfs et innocents, une bouche sensuelle mais pas pornographique. Elle passait dans cette histoire-là comme sans s'en rendre compte, en fait. C'est ça qui est magnifique dans ce film. J'étais amoureux d'elle, quoi. Le visage d'Emmanuel sera donc celui d'une jeune femme de 21 ans, hollandaise, avec ce corps élégant et longiligne. Absolument novice en matière de cinéma érotique, Sylvia Kristel est mannequin quand elle endosse ce rôle qui va changer sa vie. Ce qui était bien, c'est qu'elle ne savait rien et elle était extrêmement naturelle. Et elle savait utiliser ce naturel instinctivement, c'est évident. Et ça, j'admirais beaucoup. J'admirais beaucoup cette fille qui pouvait se promener toute nue, sans absolument aucun problème. On comprend que c'est une fille qui va débuter sa vie érotique, qui est naïve et qui va apprendre. Donc on ne pouvait pas prendre une fille avec une certaine maturité et une expérience de la vie. Il fallait quelqu'un qui soit vierge, dans l'état du terme, du mot. C'est ce qui s'appelle avoir du flair en matière de casting. Le coup de foudre de Just Jekin va se transformer en un coup de maître. Sylvia Kristel et le personnage d'Emmanuel vont devenir indissociables. Pourtant,
Yves Rousset-Rouard, qui avait acheté les droits du livre Emmanuel, n'imaginait pas forcément son personnage principal sous les traits d'une mannequin néerlandaise d'1,76 m. Évidemment, elle a été surprise parce qu'elle attendait à avoir une Thaïlandaise. Oui, thaïlandaise, car le véritable visage d'Emmanuel n'est peut-être pas celui que l'on connaît. La véritable histoire d'Emmanuel n'est peut-être pas celle qu'on croit. Le visage de cette sublime créature asiatique apparaît presque au grand jour à la fin des années 50. Il est le point de départ de l'histoire d'Emmanuel. Cette jeune femme aux yeux en amande et aux cheveux de jais se prénomme Marayat. Elle est belle, intelligente, libre et érotique. Elle est l'auteur supposé du livre Emmanuel, récit d'initiation sexuelle dont le film est tiré. Voici donc l'histoire moins connue d'Emmanuel, l'histoire méconnue d'Emmanuel. Il était une fois un livre érotique, il était une fois une vie érotique. Car avant de devenir un film iconique au succès planétaire, Emmanuel, c'est d'abord un livre, au contenu tout aussi érotique que le film, sinon plus. Un livre auréolé d'une belle part de mystère autour de son auteur. Oui, le film est en fait l'adaptation du livre publié 15 ans plus tôt. Celui d'une jeune femme thaïlandaise qui va explorer son plaisir, le plaisir, pour le plus grand plaisir d'un mari consentant. Page 22. L'hôtesse crut Emmanuel endormi, et elle fit avec précaution basculer le dossier, transformant le siège en couchette. Elle étendit une couverture de cachemire sur les longues jambes alanguies. Désormais, les fantasmes accouraient, obsédants. Lèvres qui se posaient sur sa peau, organes d'hommes et de femmes, phallus pressés de la toucher, de se frotter contre elle, de se frayer un passage entre ses genoux. L'homme, alors, se leva. Retour sur l'histoire d'un livre. Nous sommes en 1959. À cette époque, le général de Gaulle et Tante Yvonne dirigent la France. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois ensemble, devant une lourde épreuve. Dans ce contexte politique rigide, une poignée d'éditeurs courageux, Régine Desforges, Jean-Jacques Pauvert ou Éric Losfeld, osent publier des textes subversifs sous le manteau. Bon, moi, tout ça ne m'effraie pas. En 1954, Jean-Jacques Pauvert, la référence en matière d'édition subversive, sort au grand jour Histoire d'eau. Autre histoire choc, celle d'une jeune femme emmenée par son amant dans un château où elle devient son esclave consentante. Pratique sadomasochiste, entre déviance mortifère et cris d'amour, le livre, écrit par une femme dont le pseudo est Pauline Réage, est un ovni pour l'époque. Je me disais, ça c'est mon livre, c'est le livre du siècle, c'est le livre du siècle. Je l'ai dit, j'en ai vendu 800. Bon. Mais ça a été après le livre du siècle. Son grand rival, Éric Losfeld, tient aussi à son succès. Il va l'obtenir avec le livre Emmanuel. Joëlle Losfeld, éditrice et fille d'Éric Losfeld, l'éditeur historique d'Emmanuel, se souvient de la première fois. La première fois, je sais pas, je devais avoir 16 ans. La première fois où elle a entendu parler de ce roman sulfureux. Le manuscrit est arrivé par la poste, un paquet extrêmement délicat, enrobé quasiment d'un ruban. Et une semaine après, l'auteur appelle en disant « Voilà, je suis l'auteur d'un manuscrit que je vous ai envoyé. » Mon père, l'ayant lu et voulant absolument le publier, lui dit « Ah, ben écoutez, ça tombe très bien, il faut qu'on se rencontre très vite. Je veux le publier tout de suite. Voilà. » Voilà comment Éric Losfeld raconte cette première rencontre dans ses mémoires. Je vois rentrer une femme que sur le moment je suppose être rasienne. Dans l'embrasure de ma porte, le soleil transparaissant au travers de sa robe me présentait une radiographie éblouissante de sa morphologie. Elle me dit « Monsieur, je vous ai envoyé un manuscrit. J'aimerais bien avoir votre réponse. Mais dis-je, j'ai beaucoup mieux que votre manuscrit et je vais lui chercher son livre. » Voilà, le rêve s'est poursuivi. Une auteure aussi belle que le manuscrit qui y était proposé, c'était véritablement quelque chose de très important. Voilà.
Visages gracieux, courbes affolantes et petits zestes d'exotisme, mettre une photo de Marayat Andriane en 4e de couverture aurait été un formidable argument de vente. Mais le conservatisme de la France d'Emmanuel oblige Eric Losfeld à publier le livre sous le manteau. Aucune mention de l'éditeur, aucune mention de l'auteur, ni de l'imprimaire d'ailleurs. La censure était extrêmement virulente à cette époque. Le ministère de l'Intérieur veillait véritablement à tout ce qui paraissait et il fallait que les livres concordent avec la morale telle qu'elle était à l'époque. À cette époque, seul Eric Losfeld et une poignée de lecteurs assidus connaissent la véritable identité de l'auteur. Et il va falloir attendre 1968, soit 9 ans après sa première publication, pour que Eric Losfeld décide de publier le récit érotique Emmanuel au grand jour avec, cette fois-ci, la mention d'éditeur et celle de l'auteur, une certaine Emmanuelle Arsan. Il s'agit du nom d'emprunt de la belle Marayat. Le ministère de l'Intérieur veut faire interdire l'ouvrage et poursuivre l'éditeur. La littérature érotique était considérée comme une littérature de subversion qui menaçait la famille, l'ordre établi, etc. Françoise Giroud, journaliste influente dont la parole compte et qui deviendra secrétaire d'État, monte au créneau et publie alors dans le journal L'Express un édito enflammé. Plus un livre est bon, plus il est dangereux. Or, je viens de lire un très bon livre d'une personne que je devine être très cultivée. On y trouve en exergue des phrases de Mallarmé, d'Éluard, de Bataille, d'Artaud. Ce livre est tout à fait bien écrit, sa philosophie est bien sûr à discuter, mais quelle intelligence. Je ne vous dirai ni quel est l'éditeur, ni quel est l'auteur, je peux tout simplement vous dire que le livre est bleu et que l'éditeur a imprimé son nom sur la couverture. Ce coup de pouce de l'intelligentsia parisienne associé à la personnalité de l'auteur, une femme aussi délicieuse que licencieuse, parlant de plaisir féminin avec candeur, suffisent à en faire un phénomène littéraire. Là encore, le buzz de la censure associé au bouche à oreille font exploser les limites du simple cercle des initiés. Le livre devient populaire. Eric Losfeld ne sera pas poursuivi. Et surtout, la réputation du livre enflera jusqu'à son adaptation cinématographique quelques années plus tard, avec le succès que l'on connaît. C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel. Le contenu du livre pourrait être une histoire inventée de toutes pièces, sauf que non. Il s'agit en fait d'un récit très autobiographique. Emmanuelle Arsan, autrement dit Marayat Andriane, en est à la fois l'auteur et le personnage principal. Marayat, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est Marayat. Oui, je pense que leur expérience érotique à tous les deux était une grande partie de ce qui fait la matière du livre. L'histoire d'Emmanuel et de Jean, son mari, c'est l'histoire vraie de Marayat et de son mari, Louis-Jacques Rollet Andriane. Voici l'histoire de ce couple hors norme. C'est en 1948, en Suisse, que le couple fait connaissance. Marayat Bibid, jeune Thaïlandaise bien née, a 16 ans, quand elle sort du très chic pensionnat du Roset. Lui, Louis-Jacques Rollet Andriane, est un jeune catholique français de bonne famille qui a intégré les réseaux de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se rencontrent lors d'un bal, comme dans les contes de fées. Entre eux, malgré quelques années de différence, c'est le coup de foudre. Ils se marient quelques années plus tard et ne vont plus se quitter. Louis-Jacques part en poste à Bangkok, où il entame une carrière diplomatique. Marayat le rejoint pour y vivre. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, c'est tout simplement le point de départ du livre Emmanuel. À Bangkok, face à une telle chaleur, il n'est pas rare que Marayat ne porte rien d'autre qu'un petit chemisier, comme Emmanuel dans le livre. Page 96. Emmanuel dort nue, mais pour déjeuner avec Jean sur le large balcon de sa chambre, elle revêt une des petites chemises de nuit très courtes. L'ourlet n'en descend pas plus bas que l'aine. Le souffle le plus léger la soulève. Le couple installé à Bangkok va dynamiter la petite société d'expats d'alors et organise des banquets aux allures orgiaques.
Le couple avait une vie privée extrêmement libre. C'est pas un livre de fantasmes ou bien un livre, tiens, si on racontait des histoires un peu crues. Page 117. Aucune des robes qu'Emmanuel s'était fait faire en France n'avait été trouvée par Jean assez décolletée pour son goût. Mais je suis la femme de Paris qui montre le plus ses seins, avait-elle protesté en riant. Ce que Paris appelle montrer ses seins est encore trop collé monté pour Bangkok, avait démontré son mari. Il faut que tous les gens sachent bien que tu as la poitrine la plus belle du monde. Le plus sûr moyen de les en convaincre, c'est encore de les leur mettre sous les yeux. La robe qu'Emmanuel revêtit pour se rendre à la réception de l'ambassade remplissait parfaitement cet office. Autre élément autobiographique, à Bangkok, le couple fait la rencontre d'un certain Dado Ruspoli, un prince italien, jet-setter et grand collectionneur de femmes. En fait, Dado Ruspoli, c'est le personnage central de Mario dans Emmanuel. Mi-gourou, mi-mentor, à son contact, le couple se libère un peu plus de toute entrave. Page 138. Mario a posé une main sur la peau nue de son épaule assez avant pour que le bout de ses longs doigts appuie sur la naissance du sein. Il l'a fait doucement pivoter vers la droite, tandis que de l'autre main, il saisit avec délicatesse le côté de sa jupe noire et la relève de biais, découvrant inégalement les jambes. Dans la vie, Dado Ruspoli est un opiomane revendiqué. Dans le livre, Mario initie Emmanuel au paradis artificiel. Dans la vie, Dado Ruspoli aime la géométrie des amours isocèles. Dans le livre, Mario, le théoricien, encourage Emmanuel à se donner au plus grand nombre, le plus souvent possible, au nom de la loi d'Eros, qu'on pourrait résumer par... Il faut faire l'amour. Alexandra Destay, auteure d'un essai sur la littérature érotique féminine, nous explique un peu plus en profondeur cette loi d'Eros, véritable fondement philosophico-érotique du livre. Elle est subdivisée en des petites lois dites élémentaires, la symétrie, le nombre et l'insolite. Il faudrait de force y faire rentrer quelqu'un, une troisième personne. Une troisième personne. Tout ce qui vient rompre avec l'habituel, le coutumier, tout ce qui a un caractère insolite, extraordinaire, ce qui vient rompre aussi avec l'équilibre du couple, ce qui vient aussi rompre avec l'idée que lorsqu'on se donne, on se donne entièrement et à une unique personne. Comme c'est beau. Vous imaginez, c'est une maxime impossible à mettre en œuvre au quotidien. Je ne le souhaite pour personne. Impossible n'est pas Marayat, ni son double romanesque Emmanuel, dans cette quête d'un érotisme total. Dans le livre, Emmanuel explore l'amour en compagnie d'autres femmes. Elle s'appelle Marianne, Ariane, etc. Elle partage avec elle des loisirs pas très chastes. Marayat collectionnera les aventures saphiques, pour le plus grand bonheur de son mari. Emmanuel, il faut quand même le dire, elle ne fait rien de sa vie, hormis faire l'amour. Bon, moi j'adhère à ce projet, hein, mais il n'y a quand même pas beaucoup de femmes qui ont cette possibilité de faire ça. Je vais te raconter une histoire. Le livre décrit une véritable histoire d'amour entre deux femmes, Emmanuel et Mbi, ce personnage féminin moderne et indépendant qui fuit la petite société d'expatriés. Dans le film, Emmanuel va tomber amoureuse de Bi, Marayat vivra une liaison passionnée avec une psychanalyste scandinave avec qui elle partagera même une partie de sa vie. Comme Emmanuel, Marayat connaîtra beaucoup de partenaires, hommes et femmes, sous l'objectif complice de son mari. Oui, Louis-Jacques adore prendre sa femme en photo. Au final, c'est comme si des pans entiers de leur vie étaient couchés dans le roman. Nous sommes dans les années 50, je vous le rappelle. Ils avaient une idée sur l'amour et le sexe qui était extrêmement moderne. Louis-Jacques, homme esthète et cultivé, voue un véritable culte à sa femme. Il photographie son corps à chaque instant de leur vie, telle une statue antique au bord de l'océan, dans le désert, où Marayat est forcée d'ôter le bas compte tenu de la chaleur, mais de garder le haut pour éviter les coups de soleil. Ou à la montagne, où là, on doit bien avouer qu'elle n'a aucune raison particulière de poser nue par moins 12 degrés, sinon pour satisfaire son mari. Marayat en pleine lecture, ou Marayat qui fait de la gym tonique et érotique. Voilà tout l'art de vivre de ce couple. Ça reste une démarche libertine. On est dans une sorte de, on peut dire, de féminisme libertin.
L'objectif, c'est vraiment de se donner toujours plus dans une démarche humaniste, altruiste. Il n'y a pas de contrepartie amoureuse qui est attendue. C'était un couple, on pourrait dire à l'époque libertin, mais en réalité, je pense que c'était tout simplement un couple qui vivait dans le futur. Après Bangkok, le couple voyage au gré des missions de Louis-Jacques à travers le monde pour se fixer finalement à une 60aine de kilomètres de Toulon, dans le Var, à Calas. Calas, certes moins interlope que Bangkok. À l'abri des regards, en pleine Pinède, ils font construire une maison sur mesure à leur image, érotique, forcément. Nous sommes au début des années 80. Le livre et le film Emmanuel ont connu des suites. Ils vont vivre la dernière partie de leur vie, cachés, loin des curieux et des caméras, préservant le mystère autour de l'identité d'Emmanuel Arsan. Seuls quelques proches sont invités à fouler ce temple de l'érotisme. C'est le cas de Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur d'Histoire d'eau et des œuvres de Sade, et de sa femme, l'écrivaine Brigitte Lozrec. J'ai connu peu d'endroits plus immédiatement confortables. On était mis à l'aise immédiatement. Quand on rentrait, c'était un grand cube, sans fenêtre. Comme une sorte de blocos, un peu, mais beau. Une belle... parmi les arbres, les chênes-lièges, les pins, parasols, c'était de toute beauté. Et ce grand cube avait une piscine en haut, au-dessus. Et puis... toute la maison était éclairée par les baies vitrées dans la cour intérieure. Et ça, c'était une particularité intéressante, parce que ça faisait un petit peu peur quand même, cette solitude dans la forêt. Cette maison, la Chantelouve d'Emmanuel, qui a abrité l'un des couples les plus érotiques du XXe siècle, est aujourd'hui à vendre, avec ses souvenirs presque intacts. Une maison à la gloire de Marayat. Tout ici invite à l'exploration des sens. Le moindre bibelot, la moindre collection de livres, précieusement gardée, la collection complète des Emmanuel dans toutes les langues. Tout a été pensé pour observer les ébats de Marayat et de ses amis. L'agencement des pièces encourage le voyeurisme. Du bureau, on peut observer ce qui se passe dans la salle de bain. Les fines cloisons laissent passer les murmures qui sortent de la chambre. Dans les salles d'eau, on pense la douche de façon collective. Au sol de magnifiques mosaïques, oui, Louis-Jacques est manuel, aussi manuel qu'intellectuel. Il est l'auteur de cette magnifique fresque, des milliers de petits carreaux patiemment assemblés pour former une incroyable verge. Tout ici dégouline d'érotisme. Le couple se souvient de l'art de recevoir des époux. Tout était dans l'atmosphère. Et il y avait cette très grande élégance. Ils ne sont pas exhibitionnistes du tout. Peut-être que si Jean-Jacques ou moi avaient poussé un peu le bouchon, on ne sait pas. Mais ils attendent que ça vienne. Et si ça ne vient pas, ils ne poussent pas. Moi, je ne me suis pas sentie ni agressée ni offensée de quelque impudeur que ce soit. Voilà. Et les deux dames sont allées se divertir parce que les cloisons dans cette maison étaient à la japonaise ou à l'asiatique. Hein. C'était des feuilles de riz qui séparaient les pièces. Elles sont toutes les deux allées s'amuser dans la chambre. On a entendu des petites chansons de réjouissance. Et puis pendant ce temps-là, Louis-Jacques nous disait « Vous voulez du champagne ?» et on prenait du champagne. Oui, le couple sait recevoir et connaît les bonnes manières. Comme par exemple au moment des fêtes de fin d'année où le couple n'oublie jamais de souhaiter les vœux à la famille et aux amis proches avec des cartes personnalisées, s'il vous plaît. Encore une fois, Marayat est au centre de toutes les attentions. Louis-Jacques la photographie, la développe, la tire, la colle, l'expédie et la partage. Il la mettait toujours en avant. Oui, mais moi, tu me diras après si je me trompe, mais je la vois comme un petit oiseau. Un peu. Je la vois comme un petit oiseau qui faisait la joie de cet esthète. Exactement. C'est un oiseau splendide avec des jolies plumes, mais qui enchantait cet esthète. Mais l'oiseau ne cherchait pas à être l'intellectuel de l'histoire. Non. C'est tout. Marayat dans le rôle d'un petit oiseau qui fait cuit-cuit. Pas vraiment le portrait d'une écrivain prolixe, auteur de dizaines de livres après Emmanuel au contenu érotique et philosophique.
Déjà, en 1968, à la sortie du livre, des voix s'élèvent pour battre en brèche l'idée selon laquelle cette sublime jeune femme n'est en fait pas l'auteur réel du best-seller Emmanuelle. À cette époque, la belle Marayat entame une carrière de comédienne aussi inattendue que brève. Elle joue aux côtés de Steve McQueen dans La canonnière du Yangtze, le rôle d'une fille de joie. Elle accorde alors une de ses rares interviews à la télévision. C'est l'histoire d'une des dernières canonnières américaines qui patrouillait la rivière Yangtze dans les années 1920. Certes cultivé et polyglotte, son français n'en demeure pas moins approximatif devant les caméras. Il faut dire que moi je ressemble plutôt à quelqu'un des Philippines qu'une Chinoise. Suffisant pour instiller le doute quant à sa capacité à commettre des livres dans la langue de Molière. Et comment expliquer qu'Emmanuelle Arsan-Marayat n'apparaisse jamais dans des émissions littéraires de l'époque au zénith du phénomène Emmanuelle? Et pourquoi Emmanuelle Arsan-Marayat n'accepte-t-elle d'échanger avec les journalistes que par voie épistolaire? Monsieur, pour répondre à votre question, il ne suffit pas que les femmes raccourcissent leurs jupes et montrent leurs seins sur les plages, dans les films et dans les magazines, pour que la révolution sexuelle soit accomplie. Un pas est fait sur le chemin de l'évolution, c'est certain, quand la liberté de montrer s'accroît. Mais même ces conquêtes partielles sur l'hypocrisie sont fragiles. Signé Marayat. Simple jeu érotique ou stratégie de dissimulation de la part de l'auteur? Dans un premier temps, il s'agit d'éviter des conséquences fâcheuses pour le mari, qui est un haut diplomate français, dans un contexte donc, de censure virulente. Sans doute, il y a aussi une raison ludique. On est aussi dans une démarche elle-même érotique, puisque voilà, on ne sait pas, on hésite. Il y a un jeu entre le nu et le vêtu, le voilé, le dévoilé. Donc il y a toute une dimension ludique et sans doute à prendre en considération également. À la question de savoir qui se cache véritablement derrière Emmanuelle Arsan, chacun a sa petite idée. Qui est derrière ce livre? Est-ce que c'est celui qui raconte? Est-ce que c'est celui qui écrit? Est-ce que le mari n'aurait pas contribué? Oui, c'est évident. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? J'ai vraiment de grandes présomptions pour penser que c'est lui qui a écrit le bouquin. C'est toujours un peu compliqué de raconter la part de l'un et la part de l'autre. La théorie la plus partagée aujourd'hui, c'est qu'en réalité, c'était le mari qui avait écrit. Ce n'est pas évident de s'y retrouver. Dans l'ouvrage Tout Emmanuelle, paru en 1978, Emmanuelle Arsan répond à sa manière aux interrogations. À chacun sa schizophrénie, l'anonymat est la mienne. Déballer mon identité devant l'intervieweur ou le photographe me fait souffrir, comme la lumière fait mal aux yeux des albinos. Me vanter ou m'excuser de cette indisposition physique me semblerait toutefois aussi absurde que de tirer gloriole de la couleur de mes cheveux. Alors, elle ou il ou elle, il et elle. Il y a un appel, quelque part, à dépasser le genre, finalement, à considérer le texte, le récit, indépendamment du sexe de l'auteur. Le livre Emmanuelle est un véritable traité d'émancipation pour la femme, un combat que l'auteur, il ou elle, mènera tout au long de sa vie. Elle va développer une pensée militante en matière de droit à l'avortement et à la contraception. Elle écrira une lettre ouverte au pape Paul VI. Et pour ses descendantes des suffragettes, elle le revendique d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Emmanuelle Arsan apporte une vision beaucoup plus heureuse, gaie, décomplexée, légère, optimiste de la chose érotique. Il s'agit vraiment d'amener les individus à se libérer finalement de leurs entraves, à sortir du conformisme ambiant, à faire éclater le schéma traditionnel. C'est un livre très intéressant. C'est très intéressant, ce n'est pas un livre pornographique, mais c'est un livre qui va très loin dans l'érotisme. Je vais prendre mon téléphone. Oui, très loin, voire très très loin dans l'érotisme. Page 64. Elle entoure ses hanches de ses bras et prend ça dans sa bouche. À peine l'a-t-elle quelques secondes que la gonfle et se... Emmanuelle la fait aller entre ses... jusqu'à ce qu'elle soit très... Puis elle l'a sur toute sa longueur. Jean lui dit qu'elle a l'air de grignoter un épi de maïs. Et elle
de ses petites dents pour achever la ressemblance. Dans son adaptation cinématographique, ça donne ça. Autre exemple, page 109. Emmanuel approche de la coupure étroite et nette comme un de vierge. La pointe de sa... Elle humecte sur toute leur longueur les bords de la... en l'intérieur, puis cherche l'aspire, le stimule l'adoucit de sa... le fait aller et venir entre ses... comme un minuscule. Et voici l'adaptation d'Emmanuel signée Juste Jacquin. Le film, à mon avis, n'est pas, pardon, Juste Jacquin, n'est pas un grand film, c'est juste c'est un événement, c'est un film événement. Et sur le plan artistique, que le grand public a apprécié. Le film était extrêmement habile et reprenait un bon nombre d'éléments du livre, mais avouons-le, en les édulcorant. Ça devenait beaucoup plus inoffensif que dans le livre, autant sur l'intensité sexuelle des scènes que sur les idées, les théories développées. Mais si ils avaient été plus proches du roman, le succès n'aurait sans doute pas été aussi grand. Quoi qu'il en soit, des générations de femmes et d'hommes seront marquées par l'imagerie d'Emmanuel, film culte pour beaucoup, qui n'a pas toujours été au goût de tous, notamment de l'auteur du livre. Juste, le réalisateur s'en souvient encore. La lettre a été extrêmement dure d'Emmanuel Larsan, qui m'a dit que j'avais trahi. Trahi parce que Sylvia Kristel, c'est pas une Eurasienne, donc c'est pas elle. Et que j'avais édulcoré certaines scènes et mis un peu d'eau de rose dans cette histoire-là. Malgré le succès public du film, Juste Jacquin reste marqué au fer par les critiques. J'ai été haï, on m'a craché dessus, on m'a dit « Sortez monsieur, vous avez ça, le cinéma français ». Et ça m'amuse maintenant aujourd'hui justement que les gens me disent « Mais t'as fait un film culte ». Pour toutes ces raisons, il n'a pas souhaité revoir le film pendant 40 ans. Pour nous, exceptionnellement, il déroule l'écran géant et allume le rétroprojecteur et nous livre quelques petits secrets de fabrication. Voici donc le mini-manuel de Juste pour réaliser un film culte. Secret numéro 1, filmé avec des bouts de ficelle. Alors ça, c'est la scène du squash qui est tournée dans mon studio à Paris, sur un fond blanc, qui était fond blanc, et on donnait 3 lignes rouges. C'est le décor le moins cher du monde. Pensez à des décors démontables. Entièrement démontables. Chaque barre est marquée d'un numéro et on peut la démonter avec 15 éléphants. On part et on remonte la maison ailleurs. C'est une beauté d'architecture. Filmé quand il fait beau. On a été tourner ça à Paris au mois de février avec une eau à 10 degrés. Et la pauvre Sylvia a eu le courage de rester, et moi aussi, parce que j'étais dans l'eau avec la caméra. On a tourné ça à Paris avec un ciel bleu, heureusement. Laissez tourner la caméra en toute occasion. La fille, la petite Thaïlandaise, n'était pas au courant qu'on faisait un film érotique vraiment. Et quand il saute dessus, sa surprise dans les yeux est étonnante et j'étais un petit peu gêné. Utilisez toutes les ressources en votre possession. La comédienne, il y a Claire Duval qui est de dos, la maquilleuse, la coiffeuse et l'autre comédien qui est ici. Tout le monde a participé, sauf moi qui n'étais pas assez beau, on m'a pas mis dans la scène. Filmé de loin et de dos. Alors voilà la fameuse scène où vous voyez ici Richard Suzuki, chef opérateur, ici, qui est un monsieur qui a pris la robe, on le voit très très bien là, que c'est un garçon, parce que Sylvia, quand elle a vu le cheval, elle m'avait menti en disant qu'elle savait monter à cheval. Aimait beaucoup son actrice principale. Est-ce qu'elle est belle? Elle est parfaite, elle est pure, elle est belle. La pureté de cette fille, elle est magnifique cette femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je ne sais plus quoi dire. Et forcément, se replonger dans les souvenirs, ça donne un peu le vague à l'âme. Presque enfant. Et da da da. Da 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 da. Elle m'a dit un jour, Juste, tous les hommes qui ont fait l'amour avec moi n'ont pas fait l'amour avec Sylvia Kristel. Ils ont fait l'amour avec Emmanuel. Et ça, pour moi, c'est une phrase de réflexion. Elle s'est rendue compte que
on était rentré dans du fantasme pur et que elle n'existait pas à travers ce rôle. C'était le rôle qui était plus fort qu'elle. Sylvia Christel, l'héroïne d'Emmanuel sacrifiée sur l'autel d'un personnage érotique et mythique qu'elle a elle-même contribué à façonner. Grâce à ce personnage féminin synonyme d'émancipation et de liberté né il y a plus de 50 ans, des générations de femmes et d'hommes profitent sans le savoir d'une œuvre majeure sur le plaisir et peuvent toucher du doigt la quintessence de l'érotisme, à un érotisme léger, radieux, bien loin de la norme pornographique actuelle. Qu'elle soit thaïlandaise ou hollandaise, qu'elle s'appelle Sylvia ou Marayat ou Louis-Jacques d'ailleurs. Emmanuel, c'est moi, c'est vous. C'est elle. Au singulier, au pluriel, Emmanuel, il y en a 1001, il n'y en a qu'une. Il faudrait que chaque femme se mette dans la peau d'Emmanuel, ne serait-ce que 10 minutes une fois dans sa vie, disait l'auteur. Ce que j'ai appris, c'est que la vraie Emmanuel, c'est celle que l'on a au fond de soi. Au fait, je m'appelle Emmanuel et je vous ai raconté l'histoire d'Emmanuel.